monde extérieur ne nous veut pas que du bien. Et en plus, il nous coûte cher. Le coût des toxiques qui nous entourent, que nous respirons, que nous avons sur la peau, que nous mangeons, et les produits chimiques qui sont à droite et à gauche, le coût a été évalué pour l'Union européenne à peu près à 200 milliards d'euros chaque année. C'est beaucoup. Et on appelle ces produits des perturbateurs endocriniens parce qu'ils sont capables de mimer l'effet de certaines hormones et d'utiliser des voies de signalisation qu'utilisent elles-mêmes les hormones. Donc, je vous rappelle qu'une hormone, c'est fabriqué par des glandes, ça circule dans le sang et ça va envoyer un message vers un tissu qui est à l'autre bout de l'organisme. C'est un signal à distance et les perturbateurs endocriniens utilisent ce système et les messagers qu'utilisent les hormones, les récepteurs, les enzymes qui sont activés par les hormones, sont activés aussi par les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est un sujet très complexe parce que le mécanisme d'action n'est pas univoque. Certains passent par les hormones thyroïdiennes, d'autres par la signalisation de l'estradiol, les troisièmes par l'hormone de croissance, que sais-je, l'insuline. Et en plus, leur voie de signalisation n'est pas toujours classique, n'utilise pas toujours la voie royale de ces hormones, mais utilise des fragments de signalisation ou d'autres mécanismes. Ils ont été découverts dans les années 50 aux États-Unis, chez les travailleurs immigrés mexicains qui travaillaient dans les champs de coton. Ils ont été intoxiqués par le DDT, qui était utilisé très largement, et qui a généré un taux de cancer particulièrement élevé chez ces individus. Et une chercheuse américaine, une zoologue, qui s'appelle Rachel Carson, a écrit un livre en 1962 qui a été le livre fondateur du domaine. Ça s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux. Elle décrit un monde où les oiseaux ne chantent plus, parce que les oiseaux sont morts. Ils ont été intoxiqués par le DDT et les engrais chimiques qui sont dans les champs. Ce livre a eu un retentissement colossal et elle a été décorée par le président Carter de la plus haute médaille de la République des États-Unis d'Amérique. Un travail tout à fait extraordinaire de cette femme. Alors, ces produits, ils sont très nombreux. Il y a également les urines des femmes qui prennent la pilule, il y a la dioxine, il y a les plastiques, le BPA, le bisphénol A, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est dans les parois des bouteilles en plastique et dans l'encre d'imprimerie, des rubans, des caissières, des supermarchés. Il y a également les phtalates, qui sont tous toxiques. La liste est très longue et tous ces produits exposent à un danger. Également aux États-Unis, bien que les individus en question ne se soient pas plaints, on a remarqué que les alligators de Floride avaient un pénis qui diminuait de taille. Ils devenaient infertiles à cause des déchets qu'on jetait dans le lac Apopka ou le lac Woodruff en Floride. Donc toute cette masse de données a conduit à la reconnaissance du domaine des perturbateurs endocriniens et aussi, vous savez, au Vietnam, les soldats américains et aussi les Vietnamiens qui ont été intoxiqués par l'agent orange qui était relargué par les bombardiers américains pour défolier, retirer les feuilles des arbres pour voir les combattants, a généré des maladies épouvantables. Donc, le point suivant, c'est que la mécanique d'effet de ces produits est extrêmement complexe parce que nous ne sommes pas exposés à un seul produit, comme les travailleurs mexicains dans les champs. Nous sommes exposés à de multiples produits en même temps, et en plus, ça se répète. Donc, tout au long de notre vie, il y a ce qu'on appelle, on a une carte, si vous voulez, qui est l'exposome, qui est la quantité de perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés. Il y a des effets itératifs, répétitifs, il y a des effets cocktails, et ça n'arrête pas. Les conséquences de cette exposition sont innombrables, les fameux 200 milliards d'euros. C'est la fertilité masculine, vous savez, le spermogramme diminue. Le pénis des hommes ne diminue pas de taille, je vous rassure, mais c'est pas comme les alligators, mais le spermogramme s'altère avec le temps. Il y a l'augmentation des cancers des testicules non descendus, ce qu'on appelle la cryptorchidie. Il y a également un retentissement cognitif, des points de QI qui sont en moins, en particulier médiés par les effets qui antagonisent les hormones thyroïdiennes pendant la grossesse chez la mère. Il y a également des effets sur l'obésité, le diabète de type 2, les cancers, en particulier le cancer du sein, le cancer de la prostate chez l'homme. Donc la liste est innombrable, dominée par la fertilité, la cognition, l'obésité et le cancer. J'ajoute que nous, médecins, nous ne sommes pas innocents, parce que dans nos expériences et nos traitements,
nous avons aussi administré des perturbateurs endocriniens très dangereux. Et l'exemple le plus caractéristique qui doit nous imposer respect a posteriori pour les erreurs faites, c'est le DES, diéthylstilbestrol, qui a été administré aux femmes enceintes dans le but d'éviter les interruptions de grossesse précoces. Et ceci a été fait dans les années 50, 60. Le produit était retiré du marché en 1970 aux États-Unis, 79 en France, on est un peu plus lent. Et ceci a généré des complications graves chez la fille des femmes traitées pendant la grossesse, cancer du vagin par exemple, malformation génitale. Et puis la deuxième génération, les petits garçons avaient une cryptorchidie et également des hypospadias, c'est-à-dire des anomalies de l'appareil urinaire et de la différenciation sexuelle. Donc c'est redoutable, les médecins sont également en cause, mais également tout l'environnement qui est autour de nous. Et ces produits sont capables d'avoir des effets à distance. La mère reçoit le produit pendant la grossesse, mais le désordre apparaît chez l'enfant des années plus tard ou à la naissance. Donc cet ensemble compliqué s'appelle le domaine des perturbateurs endocriniens. Alors il faut, à partir de là, établir un mécanisme de recherche qui soit efficace. Comme ils agissent tous de manière différente, il n'y a pas de modèle univoque pour étudier leur toxicité. Il faut différents modèles en même temps. Deuxièmement, il faut faire de l'épidémiologie pour regarder, comme dans le film Erin Brockovich, là, vous savez, le transformateur électrique, et dans la région du transformateur, un taux de cancer particulièrement. Il faut faire de l'épidémiologie, regarder où apparaissent les maladies et surveiller tout cela. Donc, il y a là, et puis il faut surtout bannir tous les produits qui ont été identifiés, et il faut que les pouvoirs politiques, l'Union européenne, aux États-Unis, l'Agence de l'environnement, actuellement en grand danger parce que le président Trump ne les aime pas, et puis d'autres organismes réunissent toutes les données, fabriquent une espèce de big data avec un échange d'informations. Si vous allez à Copenhague demain, vous verrez qu'on n'utilise plus les bouteilles en plastique, mais l'eau est vendue dans des bouteilles cartonnées, et parce que le plastique contient des phtalates et des perturbateurs endocriniens de ce type. Donc il faut que tout le monde se mette d'accord, qu'il y ait un accord international pour mettre fin à cette toxicité. Il faut d'abord la reconnaître et la faire connaître aux autres. Donc c'est un domaine considérable et à défaut d'un financement conséquent, on n'y arrivera pas. Et le dernier point, c'est que notre priorité dans l'immédiat, on a reconnu le domaine, mais il faut protéger deux personnes particulièrement, les femmes enceintes, qui ne doivent recevoir aucun médicament pendant la grossesse, à moins d'urgence extrême et médicaments adaptés, ne pas jouer à l'apprenti sorcier, et les enfants, bien entendu, puisque leur cerveau est encore en développement et qu'ils risquent de garder des séquelles sur l'avenir. C'est un domaine considérable, très coûteux, mais très important pour notre avenir. Merci beaucoup.